Merci de votre fidélité à notre antenne. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020. Bienvenue une fois encore dans votre émission qui passe à la loupe l'actualité concernant la maladie à coronavirus au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Ce soir, nous allons devoir nous intéresser à ce thème. L'Organisation mondiale de la santé suspend les essais cliniques avec de l'hydroxychloroquine. Qu'en est-il justement? Et vous en souvenez, au début de cette maladie, le traitement, sinon le protocole adopté dans plusieurs pays, même dans les pays dits développés, c'était bien sûr le protocole concernant l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour mieux creuser le sujet, comprendre de quoi il est question à ce niveau, notre invité, docteur Soukouna Dadjo, il est bien sûr médecin de travail. Docteur, bonsoir et merci. Bonsoir Mathieu. Alors, vous vivez comment ce temps de crise sanitaire dans les services, dans vos différents domaines, puisque vous intervenez sur le terrain, c'est ça? Parce que vous êtes médecin de travail. Comment vous vivez cette actualité-là? Absolument. Merci Mathieu. Dans le monde du travail, cette pandémie est vécue durement, durement, parce que il y a certaines conditions ou une certaine situation qui fait que on ne puisse pas appliquer à la lettre les mesures barrières. Nous avons beaucoup de travailleurs, par exemple, qui doivent manipuler ou déplacer une machine. Oui. Ils sont une dizaine. La distanciation sociale ne peut pas être observée. Et certains postes de travail, on est obligé de diminuer le nombre pour pouvoir observer donc ces mesures barrières. Donc c'est difficilement que nous observons, mais on est obligé de le faire. Et les difficultés sont grandes en milieu de travail. Merci. Voilà, cette maladie à coronavirus a totalement changé nos vieilles habitudes. Personne n'est, dans l'ancien schéma. Alors, quand on dit justement essai clinique, de quoi il est question? Alors, quand nous parlons d'essais cliniques, dans les études épidémiologiques, il y a deux grands types d'études. Il y a les études descriptives et les études analytiques. Dans les études analytiques, on retrouve les études d'observation et les essais cliniques ou expérimentaux. Donc, quand nous parlons d'essais cliniques, ça veut dire qu'on fait une intervention, on va mettre un médicament ou un réactif pour voir l'observation, pour voir quelle est la réaction de l'organisme par rapport à ce médicament. On fait une expérimentation. Donc c'est ça l'essai clinique. Alors que dans l'observation, on va suivre des gens, soit une cohorte, un groupe de personnes, et on va observer l'apparition d'une maladie. Ou c'est des études cas témoins, où les cas sont ceux qui sont malades pour la maladie, et puis les témoins qui ne sont pas malades. Et on va suivre l'évolution et identifier les facteurs de risque par rapport à cette maladie. Donc, dans l'essai clinique, c'est une expérimentation, donc une intervention qu'on va expérimenter. Et dans l'observation, on va suivre l'apparition d'une maladie, soit dans un groupe qui est la cohorte, ou dans deux groupes différents, qui est l'étude cas et cas témoins. Alors, quand est-ce que l'un ou l'autre est conseillé? Le but de l'observation, c'est d'identifier les facteurs de risque. Alors que dans l'essai clinique, surtout quand l'essai clinique porte sur un médicament, on veut établir d'abord, avoir des données sur la pharmacocinétique, c'est-à-dire quand le médicament est absorbé par l'organisme, comment il réagit dans l'organisme. Donc, modalité d'absorption et de distribution. Ou on va voir la pharmacodynamique. Quelle est l'action de ce médicament sur l'organisme? Ou on va voir les effets thérapeutiques. Quand on met le médicament, quel est l'effet recherché et quels sont les effets secondaires dans l'utilisation de ce médicament. Donc c'est ça, l'essai clinique. Donc c'est une expérimentation avec le plus souvent un médicament pour traiter ou pour diagnostiquer une maladie.
Justement, on sait aujourd'hui que l'hydroxychloroquine est un médicament, sinon le plus prescrit dans le monde entier. A-t-on besoin justement d'un essai ou d'une surveillance clinique à l'heure actuelle où nous sommes? Alors, dans le monde entier, les protocoles convergent vers l'utilisation de l'hydroxychloroquine associé à un antibiotique qu'on appelle l'azithromycine. Alors, les essais cliniques ont été observés partout dans le monde parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un médicament fixe pour le traitement de la maladie à coronavirus. Et donc, les États se sont lancés dans cet essai clinique où ils vont utiliser un protocole et on va voir ce qui va arriver. Et malheureusement, dans la progression, l'OMS observe, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que l'OMS a dit, observe qu'il y a plus d'effets secondaires, plus d'effets négatifs que d'effets escomptés qu'on recherchait par rapport à l'hydroxychloroquine. Et donc, cette molécule va s'arrêter, va arrêter sa course dans l'utilisation contre coronavirus. Voilà. Alors, on sait que, quoi qu'on dira bien sûr de ce produit pharmaceutique, l'hydroxychloroquine ou bien chloroquine, comme on a l'habitude de l'appeler ordinairement en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, c'est un vieux médicament qui est connu de tous. Il suffisait juste dans le temps quand vous vous sentez un peu mal à l'aise, votre maman ou papa vous dira allez, prenez 200 ou 500 francs CFA, allez vous faire payer une plaquette et puis vous prenez tel comprimé le matin pendant 2 ou bien 3 matins, 3 soirs, pendant 3 jours et puis le palud ça passe. Et quand on dit aujourd'hui que les effets indésirables sont beaucoup plus énormes que ce qu'on aurait souhaité avoir, est-ce que c'est pas peut-être une façon de voir les choses quand on sait que on est plus ou moins habitué à ces produits-là, ou bien? C'est vrai qu'en Afrique, nous avons connu la chloroquine. Nous l'avons utilisée pendant plusieurs décennies dans le traitement du paludisme. Oui. Et je crois que même c'était pratiquement en vente libre, où dès que vous avez quand même des signes de paludisme, on se l'achète facilement. Et puis 3 matins, 3 le soir, et puis c'est réglé. Mais avant l'avènement donc des combinaisons à les dérivés avec artémisinine, on a vu que l'utilisation abusive de ce médicament entraînait des résistances. Et donc, ce médicament a été retiré. Mais subitement, dans la maladie à coronavirus, ce médicament est revenu. Normalement, à mon avis, en tant que citoyen, les effets qu'on dit indésirables, qu'on retrouve beaucoup, et qui tuent en Occident, c'est probablement en Occident, oui, parce que chez nous, le nombre de décès est bien connu. Ce qui tue en Occident et chez nous en Afrique, je crois que il faut qu'on observe le bon sens. Moi, à mon avis, il faut qu'on observe le bon sens. La chloroquine a été utilisée chez nous, mais on n'a pas décrit autant d'effets secondaires comme on les décrit au jour d'aujourd'hui ou comme on l'écrit sur les médias par rapport à l'OMS. Voilà. Alors, quand on décide, bien sûr, la suspension de ce produit-là, cela ne jette-t-elle pas, bien sûr, du discrédit, bien sûr, sur ce produit-là, Quand on sait que le produit, on est habitué, on l'utilise depuis des années, on vient dire, bon, n'utilisez plus, on a des effets secondaires. Ça dit, on est en train de discréditer carrément ce produit, non? C'est vrai qu'on n'a pas une solution au jour d'aujourd'hui par rapport au coronavirus. Et le professeur Didier Raoult de Marseille a vraiment fait une bataille dure avant que ces essais ne commencent. Et au jour d'aujourd'hui,
Et les études qui ont été faites, qui sont publiées dans le Lancet, qui disent qu'il y a plus d'effets négatifs que d'effets escomptés, d'effets positifs. Je crois qu'il faudrait qu'on inscrive ces essais dans les contextes précis, bien précis. En Afrique, à moins que le centre de prise en charge n'utilise pas le protocole que le ministère de la Santé a édicté, je crois qu'on va quand même, par rapport à la chloroquine, continuer notre petit bonhomme de chemin. Parce que je me dis que c'est plus une guerre idéologique qu'une guerre thérapeutique. Parce que beaucoup de moyens sont en jeu par rapport à l'hydroxychloroquine, qui n'est qu'un produit, entre guillemets, minable, et contre les gros laboratoires, contre les produits de gros laboratoires qui sont en train d'être mis en place. Donc voilà un peu, moi, mon point de vue par rapport donc à l'hydroxychloroquine. Alors, l'hydroxychloroquine restera-t-elle dans, bien sûr, le protocole de traitement contre la maladie à coronavirus en attendant la conclusion de l'OMS ou... Au Togo, je crois que par rapport à l'OMS, je ne sais pas s'il y avait eu d'abord un consensus avant la mise en place de ce protocole, oui, parce qu'il y a un document de protocole. Je ne sais pas s'il y avait eu un consensus avant la mise en place de ce protocole, mais je me dis que au moment venu, le ministère de la Santé et les techniciens qui sont en charge de la prise en charge vont pouvoir se pencher sur la question et voir s'ils peuvent ou pas continuer donc l'hydroxychloroquine comme médicament de prise en charge de la maladie à coronavirus. De la maladie à coronavirus. Mesdames et messieurs, vous nous suivez un peu partout sur le globe. Merci de votre fidélité. On va devoir jeter un coup d'œil sur ce que nous dit bien sûr les statistiques de la cellule riposte du Togo en matière bien sûr des chiffres enregistrés à la date bien sûr du 26 mai 2020. À la date du 26 mai 2020 à 19h45 selon les chiffres que nous avons à notre portée, il faut noter qu'on a 201 cas actifs, 177 cas guéris, 13 décès, 391 cas confirmés au total, puis 17 501 nombre total des tests effectués à ce jour au Togo en matière, bien sûr, de cette riposte de la maladie à coronavirus. Alors, docteur, voilà un peu présenter le tableau, bien sûr, du Togo. Quand on essaie un peu d'analyser, on sait qu'on a enregistré 5 des 452 personnes testées, et bien sûr, sont positives, voilà, portant le nombre total de cas positifs à 391. Ces 5 personnes dont les âges sont compris entre 13 et 42 ans se repartissent comme su 2 cas parmi les contacts, un homme dans le district 3 à Lomé et une femme dans le district 5 à Lomé. 3 cas parmi les voyageurs, un garçon, un homme et une femme à Tchamba. 16 nouveaux guéris ont été du coup enregistrés, portant à 177 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Le nombre de cas actifs, donc à 201, et un total de 17 501 tests de laboratoire qui ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu ce qu'on peut dire, bien sûr, de la journée du 26 mai 2020. Docteur Soukouna Dadio, quand on essaie un peu d'analyser un peu la courbe dans tout son ensemble, le premier constat qui se dégage, c'est tout d'abord le nombre de cas guéris. On enregistre en nombre au jour le jour. Hier, bien sûr, dans la journée du 26 à 19h et quelques, 45 plus précisément, le chiffre publié par le site d'information officielle, bien sûr, du gouvernement togolais,
Et on a enregistré jusqu'à 16 cas guéris, ce qui veut dire que le travail va bien sûr à bon train. Oui. Les cas guéris, vous voyez, par rapport à l'épidémiologie de la maladie, dans l'évolution normale, on contacte la maladie, elle se déclare, elle se manifeste, puis dans près de la majorité des cas, on guérit. C'est ce qu'on nous a dit, près de 80%. Donc vous voyez que dans les jours passés, il y a une dizaine de jours, on avait observé des vingtaines de cas en série. Donc, je me dis que c'est par rapport à ces cas qui ont gonflé nos chiffres de cas actifs depuis, depuis 10 jours, nous n'étions pas à ces chiffres de 300. Donc, c'est monté rapidement. Donc, ces 20 personnes qui sont ajoutées progressivement se verront guérir aussi en grand nombre. On aura de grands nombres de guéris d'ici les jours qui suivent pour vraiment faire infléchir la courbe des cas actifs. Voilà. Mais dans l'ensemble, il y a toujours des cas confirmés. Hein? On enregistre à quoi cela est dû concrètement? Quoi qu'on dit, ou bien c'est la résurgence des cas qui étaient restés un peu cachés, ou c'est maintenant qu'on est en train de les détecter à petits pas? Effectivement, beaucoup de cas ont commencé par se révéler à partir de, disons, au cours du mois de mai, autour du 16, 15-16 par là. Et ces cas sont dus au fait qu'il y a eu des confinements dans les pays voisins. Au Ghana, par exemple, le Ghana a fait un déconfinement et le retour massif des Togolais qui étaient restés bloqués au Ghana fait que nos cas au Togo ont commencé par monter. C'est pour ça que vous allez voir Tchakwanga, qui est une zone frontalière, et puis Kounou, on a eu des cas, beaucoup de cas dans ces zones-là qui font que nos chiffres sont montés en flèche depuis quelques jours. Donc, c'est ces cas de voyageurs qui ont contaminé donc, la population dans laquelle ils sont arrivés, où ils vivaient avant le début de la maladie, qui a fait que donc, nous avons une montée donc, de ces chiffres de cas positifs. Ce qui veut dire que si on essaie bien sûr de contrôler ces entrées et ces allers-retours, on peut avoir une stabilisation. Hein? Absolument. Hein. Je crois que dès le début, nous avons eu le premier cas index. Le cas index que nous avons eu, c'était un voyageur. Oui. Et c'est de ça que les cas contacts ont pris la maladie. Et à partir d'un certain moment, on n'avait plus d'autres cas. Mais à partir du moment où des voyageurs reviennent encore, si on n'arrive pas à les contrôler, on va vers alors donc, la résurgence des cas, qui fait que le contact de ces voyageurs avec la population va entraîner donc l'élèvement des cas. Donc si on arrive à contrôler le mouvement de ces voyageurs, à les confiner, à observer, je crois qu'on peut arrêter donc l'évolution des cas actifs chez nous. Parfait. On devra commencer par prendre quelques questions qui nous sont laissées qui nous ont été laissées sur notre plateforme. La toute première question nous dit: Esquissu, bonsoir à vous. Qu'en dit-on au sujet des voyageurs qui sont restés bloqués à l'extérieur du pays? Alors, pour nos compatriotes qui sont restés bloqués à l'extérieur du pays, je crois que le gouvernement a fait des efforts pour que ces gens puissent regagner leur lieu habituel de résidence. Et je crois qu'il y a eu une première vague de Togolais qui sont arrivés. Oui, on a vu une bonne partie qui sont venus bien sûr du Koweït et puis de la France, voilà, qui était là le début du week-end, enfin mi-week-end, oui.
Voilà. Donc, tous ces cas-là vont être pris en charge conformément à notre protocole. Quand vous arrivez d'un voyage, on vous met en confinement le temps qu'il faut. Puis, et si vous n'êtes pas malade, vous regagnez votre domicile habituel. Maintenant, on aurait pu peut-être faire des tests. Mais on peut être positif aujourd'hui. Et on peut être négatif aujourd'hui. Puis devenir positif le lendemain. Juste après le relâchement. Voilà, donc ce ne serait pas judicieux de faire des tests immédiatement, mais de pouvoir mettre les gens en confinement le temps que la période d'incubation passe. Là, on est sûr que cette personne n'a pas été en contact avec le virus de la maladie et donc peut être relâchée donc, dans la population générale. Parfait. Voilà la réponse donc à cette question. La suivante nous dit bonsoir, c'est Ouro Yeni à Sokode. Est-ce qu'il y a un cas à Sokode? Bien sûr, il y a eu des cas à Sokode. Il y a eu beaucoup de cas à Sokode. Pas un seul cas, plusieurs. Je crois que c'est, à part la région Lomé commune, c'est la deuxième région la plus touchée. La zone névralgique du pays. Où, si nous nous référons à Couvent. Le Tchaoudio. Oui, c'était une zone à part Lomé qui a été cernée rapidement. On avait trouvé jusqu'à 11 personnes, si je ne me trompe. Un dépistage systématique a été fait dans cette zone-là. Je m'en souviens pour détecter d'autres cas. Ils étaient au nombre de 11. Et dans cette zone, au jour d'aujourd'hui, tout le monde a été testé. On salue l'effort du gouvernement pour ça. Tout le monde a été testé. On est sûr, on est quitte sur l'état de ces différents habitants de Couvent. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des cas dans la zone de Sokode où ils ont été pris en charge correctement au jour d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on est tenté de dire que dans les tout prochains jours, on serait tenté de dire qu'on va passer au dépistage systématique de toute la population? Est-ce que les moyens s'y est Dès que les moyens permettront, je crois que ça pourra être fait. Ouais. Dès que les moyens permettront, on pourra faire un dépistage systématique de toute la population. Et là, en ce moment, l'effort va être focalisé sur les frontières. Là, en ce moment, quand les gens vont rentrer au Togo, on pourra déployer notre système de contrôle en les mettant en confinement, en les suivant sur une bonne période, le temps de s'assurer, bien sûr, de leur état avant de pouvoir les relâcher dans la population générale. Parfait. La question suivante nous dit, c'est qui je suis, bonsoir le plateau. Pourquoi le gouvernement togolais refuse de rendre obligatoire le port des cache-nez? On a l'impression qu'il y a quelque chose en guise sous roche. Voilà. Sébastien depuis Tado, bonne émission à vous. C'est-à-dire, il va falloir qu'on pense à obliger tout le monde à porter le masque. Au jour d'aujourd'hui, dans les mesures que le gouvernement préconise, il y a le port de masque, de cache-nez, comme il est dit. On a dit quand on veut se mettre dans un lieu ou un regroupement, il faut quand même que chacun puisse porter son masque et qu'il y ait la bonne distanciation sociale pour que les gens ne soient pas les uns proches des autres, pour éviter que les gens ne se passent le virus. Donc, pour le cache-nez, je crois que c'est... Au jour d'aujourd'hui, vous savez que nous avons traversé une période de pénurie où les gens voulaient quand même acheter le masque, mais il n'y en avait pas. Et la deuxième chose, c'est que le masque était devenu une denrée de l'or, parce que les prix sont passés de 3 000 ou 3 500 à presque 20 000 et d'autres encore plus. Donc, en ce moment-là, je ne crois pas que le gouvernement puisse dire en ce moment qu'il faut que tout le monde porte le masque. Donc, en ce moment, le gouvernement avait mis en place un système en disant que les gens doivent rester à la maison quand ils ne sont pas au boulot. Donc, le couvre-feu devait être mis en vigueur. Les gens ne devaient plus se regrouper
par exemple à l'école, à l'université et autres, Dans les lieux de culte. étaient fermés, les églises et tout ça. Mais le monde du travail, on a dit qu'il fallait une réorganisation du monde du travail pour éviter que les gens soient attroupés et il fallait réduire le temps de travail, ainsi de suite. Et la dernière chose, c'est que les marchés étaient en ligne de mire parce qu'il fallait organiser pour que les gens puissent se laver les mains avant de rentrer dans les marchés, les gens puissent observer une petite distance de sécurité, alors que c'était quand même difficile. Donc, en ce moment, on a dit que tous les revendeurs devaient porter leur masque. Et quand vous devez aller donc au marché, vous devez porter votre masque. Donc, je crois que pour l'histoire de masque, le gouvernement a quand même fait ce qu'il fallait faire pour gérer la situation qui prévalait à l'époque dans notre pays. Maintenant Voilà. que les masques sont plus ou moins disponibles, il va falloir peut-être penser à Le masque est aujourd'hui obligatoire pour le personnel médical, oui. vous le savez. Pourquoi pas tout le monde, Bon, peut-être. maintenant, Pour pouvoir bien sûr relancer d'autres activités, Vous savez hein, que comme on dit, l'économie. dans les mesures que le gouvernement édicte, que nous devons suivre, on dit le port de masque. Il faut porter le masque quand vous devez vous retrouver quelque part. C'est important. C'est très important. Il faut porter le masque. Se laver les mains régulièrement, ainsi de suite. Voilà. Merci bien, docteur Soukouna Dadjo. Nous allons prendre de nouvelles questions qui nous sont laissées. Bonsoir, s'il vous plaît. Est-ce que le Togo peut suivre le cas de la Côte d'Ivoire, enfin, c'est-à-dire ouverture des écoles? La question revient très souvent. Hein. Pourquoi pas? On pourra, dans les jours qui arrivent, qui viennent, penser à l'ouverture des écoles et des lieux de culte. Mais quand même, il faut quand même qu'on puisse prendre un certain nombre de garde-fous. Pour que vous voyez le problème de déconfinement au Ghana, ce que ça a créé chez nous au Togo. Alors que ce n'est pas le Togo qui a fait un déconfinement. C'est le Ghana qui a fait un déconfinement et il y a des répercussions importantes au Togo. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a pris la mesure de la chose en faisant l'ouverture le déconfinement, l'ouverture des écoles. Nous aussi, on va réfléchir posément à cette question. Alors, aujourd'hui, s'il vous est demandé de proposer peut-être un chemin de la riposte afin de permettre, bien sûr, aux apprenants à reprendre les cours et terminer l'année en toute beauté, quel serait peut-être ce petit chemin-là pour ne pas peut-être contracter cette maladie à coronavirus voilà. Sur les lieux d'études et autres? Moi, je me dis que pour l'école chez nous, on pourrait peut-être aller par vague. Voilà. On commence avec les classes d'examen. Oui. Là, ils ont toute l'école, donc on pourra organiser pour les disposer selon les règles pour éviter une propagation de la maladie. Et peut-être, eux, au bout de 6 semaines, on les fait composer. Et pour les classes d'examen, c'est fini. Et d'ici là, je crois que l'épidémie aura quand même faibli un peu. Et là, on pourra s'attaquer aux autres classes. Où vous savez qu'on a commencé pour certains des cours. Je ne sais pas si sur votre télé vous le faites aussi. Des cours à la télé ou par Internet. Et donc, on va voir avec ces gens de classes de passage, les regrouper pour quelques jours, quelques semaines, et puis faire les examens de fin d'année, et puis libérer l'école. Je crois que c'est vrai que quand on dit les autres ont ouvert, on ne peut pas tout de suite s'emballer dans l'ouverture comme ça. Je crois que l'autorité ministérielle du département de l'éducation est à pied du pouvoir. Dans quelle mesure on pourra ouvrir les écoles chez nous. Voilà. Donc, on va devoir... Voilà, mon schéma, c'est de faire reprendre les élèves de classe d'examen, les faire composer, et puis voir dans quelle mesure on pourrait organiser les examens pour les autres classes de passage. Parfait. Voilà. Parfait.
Je pense que c'est clair, hein, peut-être pour les décideurs, ils sont en train de prendre des notes pour pouvoir essayer de repenser le système éducatif dans tout son ensemble. Quoi qu'on dira, l'année peut avoir toutes les couleurs sauf celle qui est bien sûr blanche. Bonsoir le plateau, je voudrais poser la question suivante. Pourquoi l'État ne veut pas impliquer les ASC dans la sensibilisation sur le Covid-19, surtout que ces derniers sont dans les communautés. Les agents de santé communautaire, c'est ça, non? Absolument. Oui. Pourquoi ils ne sont pas, enfin, selon le constat, bien sûr, du téléspectateur? Moi, je ne suis pas sûr que les agents de santé communautaire ne sont pas impliqués dans cette sensibilisation. Et je crois que dans les qu'au début, maintenant, tout doit être en ordre, hein, parce que moi, je m'en souviens. Les ASC, les agents de santé communautaire sont impliqués. On était à impliqués. on était à Barkwassi et autres. Là, c'est les ASC qui étaient vraiment sur le terrain pour le système sanitaire dans tout son ensemble. Je suis étonné que cette question soit posée parce que dans les contrées que j'ai visitées, comme vous le dites, dans les contrées que j'ai visitées, c'est les agents de santé communautaire qui sont à la base, c'est eux qui donnent l'information, c'est eux qui font la sensibilisation. Et ajouter à ces ASC, il y a d'autres leaders d'opinion qui sont optés. Les chefs traditionnels, les religieux. Pour donner, donc... Ce qui est étonnant, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand on dit un docteur est là, ça ne dit pas grand-chose. Mais quand on dit un agent, enfin, les ASC, il y a quelqu'un qui est là, il parle, tout le monde à l'attention, braqué, on le suit à la lettre jusqu'à la fin. Absolument. Je me dis, là, ces gens-là, ils font du bon boulot et ils ont droit à une information fiable pour pouvoir bien cadrer les gens sur le terrain. Absolument. Donc, vous voyez que les ASC, c'est des gens qui arrivent dans les communautés et vont parler, la langue de la communauté et dire en des termes que les gens vont bien apprendre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Donc, vraiment. Ces gens, je crois que le ministère de la Santé les a utilisés pour les sensibilisations. Et même au-delà des ASC, je crois que les agents dans les contrées reculées sont impliqués donc, dans cette lutte. Ouais. C'est des gens que j'admire beaucoup. Hein. C'est des gens, parce que quand on dit un docteur, un spécialiste est là, il parle le français, bon, on éprouve des difficultés à le comprendre, mais quand le monsieur prend la parole, que ce soit en Moba ou en Adja ou je sais pas, ça passe vite. Tout le monde applaudit et dit waouh, c'est joli. Il est bon quand même de maîtriser aussi ces langages de certains. Bon, nous allons continuer dans cette émission avec une nouvelle question qui nous dit ce qui suit. Pouvez-vous nous donner le témoignage d'un cas guéri du Covid-19? Alors, moi, j'ai suivi en long et en large les émissions de la TVT où les gens ont témoigné. Des gens ont été malades et ont témoigné qu'ils sont guéris de cette maladie. Et le professeur Iou, le doyen de la faculté des sciences de la santé, qui est le chef de la prise en charge là-bas, a aussi confirmé en donnant le nombre de personnes guéries, comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des hommes, des patients qui guérissent de la maladie. Il y a toujours des saints témoins qui veulent bien sûr voir avant de croire. C'est que je crois que vous allez organiser sur ce podium c'est déjà pensé, une émission pour aller peut-être les interviewer. Il y a d'autres qui sont là qui veulent bien sûr parler à visage découvert aussi. Ils n'ont pas de soucis, c'est quand même une maladie simple. Il suffit juste de respecter les gestes barrières. Ou bien quand vous contractez la maladie, faites-vous aussi aller pour qu'on vous traite à temps, pour que vous ayez la guérison au temps opportun. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce niveau. Si vous n'avez pas un cas grave, oui. Vous allez guérir et vous allez témoigner que voilà. Le taux de létalité est très faible. Très faible. Parce que j'ai eu à analyser un peu les chiffres de la plupart des pays africains. On sait au moins sur 100 personnes, on a jusqu'à 80-85 personnes qui vont facilement recouvrer la santé. Peut-être dans les 10, il y a quelques personnes qui ont d'autres pathologies qui traînent déjà. Et parmi ces
15 personnes, 15% là, on va déplorer peut-être 5% de décès ou bien 2% ou bien 1%. Ce qui veut dire que c'est pas aussi quand même péril en la demeure. Ah oui. Sur tout le monde entier, je crois que l'Afrique représente 1,5% par rapport à ces chiffres macabres. 1,5. Donc, je crois que... Mais comment cela s'explique concrètement? On dit peut-être que c'est la peau noire, peut-être que c'est la position du continent sur le globe. On est au sud, bien sûr, voilà, l'hémisphère. D'autres nous disent que c'est soleil, ou bien c'est parce que nous avons un climat aussi un peu... Bon, vous voilà. savez, quand il y a une maladie, on appelle quelque chose la susceptibilité individuelle. Ça, on prédit des choses par rapport à la maladie. Mais chez chacun, la maladie aura ou pas une force pour évoluer. C'est ça, la susceptibilité individuelle. Chacun développe une certaine capacité à faire face à une maladie que l'autre. Donc, et ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui en Afrique, je crois que les études restent à venir, c'est que l'Africain, quand même, face à cette maladie, est plus aguerri. C'est ce qu'on constate. Je crois que les études vont pouvoir peut-être arriver après pour confirmer ce qu'on dit, ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai qu'en Europe, il y a eu beaucoup de décès. Des décès beaucoup, en Italie. En Italie, en Amérique, en Espagne, en France, jusqu'à des milliers par jour. Okay. Mais chez nous, sur 391 cas confirmés, on a 13 morts. Et je me dis même parmi ces 13 décès, s'il y avait des gens qui ont eu le courage de vite se signaler et puis faire un suivi aussi à temps, peut-être qu'on aura peut-être 2 ou 3 décès. Il y a eu 3 cas dont je me rappelle. C'est au cours du transfèrement. Les 2 cas qui ont été dépistés au CHU, c'est au cours de leur transfèrement. C'est-à-dire qui ont contracté la maladie, qui l'ont gardé. Et il y a une 3e personne qui, c'est le lendemain de son admission que la personne est décédée. Ça veut dire que donc c'était des cas quand même graves. Bon, je ne sais pas si peut-être qu'on les avait vus tôt, on aurait pu. Non, ils vont recouvrer la santé. Sauver, voilà. Parce que c'est un travail de fond qui se fait au jour le jour à ce niveau-là. Nous continuons bien sûr notre série de questions sur notre plateforme. Bonsoir, messieurs. C'est à Moussouvi, vu la vulnérabilité bien sûr de la population togolaise et en considérant la facilité de la contamination, ne serait-il pas mieux de programmer des confinements hebdomadaires discontinus, c'est-à-dire une semaine de confinement intercalée de 2 semaines d'activité juste pour freiner la contamination et circonscrire les foyers? Alors, c'est aussi une proposition. Monsieur Moussouvi, merci pour cette proposition. Une proposition bien réfléchie, bien pensée. C'est possible. On se dirait peut-être que c'est possible. Un spécialiste du domaine ou enfin. Maintenant, c'est de voir quelles sont ces personnes-là qui vont faire la semaine de travail pendant que les 2 autres, les autres font les 2 semaines de travail. Donc c'est pour ça qu'on a pris le gouvernement à la tête a pris des mesures générales. Oui. Le confinement, par exemple. On n'a pas opté pour le confinement, mais nous avons opté pour un certain nombre de mesures générales qui font qu'il n'y aurait pas beaucoup de regroupements. Donc, depuis donc, le 20 mars, nous observons qu'il y a la fermeture des écoles et tout ça, c'est pour éviter que les gens soient regroupés. Puis à partir du 2 avril, le couvre-feu. Voilà. Le couvre-feu est un petit moyen de confinement. Je crois que c'est ce qu'il a dit. C'est un petit moyen de confinement où on ne va plus retrouver tous ceux qui reviennent du boulot et qui doivent passer voir des amis autour d'un pot pour partager un pot. Ils ne vont pas le faire parce que il faut qu'ils rentrent avant le début du couvre-feu. Donc, je crois que c'est possible, ce qu'il a dit, mais le gouvernement a choisi donc ce que nous vivons actuellement, où il y a le couvre-feu et puis les mesures de distanciation
les réaménagements horaires, les réaménagements ou les rotations de personnel dans les entreprises. Voilà. Voilà, je pense que c'est bien clair, hein? C'est bien clair. Nous poursuivons bien sûr avec les questions. La suivante nous dit ce qui suit. Salut à tous. Nous savons tous que le Togo regorge assez de têtes pensantes en matière de médecine. Bénin, Lapivirine, Madagascar, Covid Organics et le Togo. On veut juste avoir un nom de remède que notre cher pays, le Togo, est en train de développer, car moi, je déteste trop le suivisme et on a l'impression que nos chercheurs sont là juste pour percevoir leur salaire à la fin du mois. Je vous remercie. Bon, monsieur HDK depuis chocolat. Je crois que je ne sais pas si ce qui a été fait au niveau de l'université de Lomé a été diffusé sur vos chaînes. Hein. Ouais, on en a parlé. Voilà, il y a le COMUL. COMUL qui a fait sortir. Une commission qui a fait sortir un document avec. J'en avais discuté avec le professeur Hunake. Voilà. Hunake qui était mon invité dans l'une de nos émissions sur l'antenne. On en a eu à discuter en long et en large, bien sûr, de ces différentes propositions qui pouvaient toutefois renforcer le système immunitaire et tout ça. Dans tout son ensemble pour Je pouvoir... crois qu'il y a des formulations qui ont été reçues à l'université de Lomé et c'est en cours d'étude. Ces formulations, bon, dans la primeur de diffusion des premiers résultats, je crois que c'est ces résultats que le professeur a partagé avec vous. Et on espère que d'ici les jours qui vont suivre, oui, on aura les résultats définitifs des travaux de ces chercheurs de l'université de Lomé. Et je voudrais aussi attirer l'attention des téléspectateurs que les chercheurs du Togo ne sont pas là seulement pour percevoir leur salaire. Les recherches sont faites. Ouais. Sauf que quand on cherche, on aboutit à des résultats. Quand ça marche, on les diffuse. Quand ça ne marche pas, on continue par chercher. Donc, c'est ce qui est fait à l'université de Lomé. Il y a des chercheurs qui se sont associés avec les gens de la médecine traditionnelle pour sortir donc ces différentes formulations. Et je crois que les résultats vont pouvoir être diffusés dès qu'on aura des résultats définitifs fiables. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils se disent que le Togo ne fait rien. Le Togo fait beaucoup de choses. Le Togo fait beaucoup de choses dans le cadre de la recherche. Nous allons prendre la toute dernière question, bien sûr, de cette émission de ce jour. La question qui nous dit « Bonsoir, s'il vous plaît, quel est l'état du taux de contamination de la pandémie Covid-19, région par région et de préfecture par préfecture dans notre pays, le Togo ?» Ah oui, ça, c'est un peu... Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite donner des chiffres. Je ne peux pas donner des chiffres exacts sur le taux de contamination par région. Oui. Mais la région la plus touchée au Togo, c'est la région maritime, hein, suivie de la région centrale. C'est ça. Hein. Bon, les autres régions viennent avec quelques cas. Il y a... dans la zone de Tchapanga, c'est la région centrale. Donc, la première région, c'est la région maritime. Puis la deuxième région la plus touchée, c'est le... Il y a un tableau sur la situation. Si c'est que on pouvait avoir ça en réalisation, le tableau montre le nombre de cas par région. Et par préfecture même d'abord. Par préfecture et par région. Parfait. Voilà, donc on peut avoir ces chiffres. Ça très prochainement. Hein, oui, on peut avoir ces chiffres-là et puis diffuser pour que le téléspectateur soit vraiment imprégné. Oui, par rapport au taux de contamination dans les différentes préfectures et dans les différentes régions. Docteur, c'est déjà la fin de notre entretien du jour. Peut-être un mot, un dernier mot ou bien votre dernier message à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à ce moment. Alors,
Je tiens à remercier New World TV. Ça vous le remercie. Pour avoir accepté qu'on puisse partager un certain nombre d'informations avec vous. Je remercie également les téléspectateurs et je voudrais dire ceci. La maladie à coronavirus est une réalité au Togo. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec cette maladie. C'est une réalité et cette maladie a tué beaucoup dans les autres contrées, surtout en Occident. Et chez nous, étant donné que il y a des malades qui ont des facteurs de risque pour lesquels on dit que ces cas sont graves, je crois qu'on doit pouvoir faire tout pour que la maladie ne se propage pas à grande échelle dans notre pays. Il faudrait qu'on puisse respecter les mesures barrières, se laver régulièrement les mains. Au jour d'aujourd'hui, dans les entrées de tous les services, je crois que nous avons fait un travail dans ce sens au ministère du Travail, où les entreprises ont mis en place des dispositifs de lavage des mains et des désinfectants. Les masques de production artisanale sont en train d'être utilisés dans certaines entreprises. Mais je signale que l'Université de Lomé aussi produit Oui, en masques, nombre. donc, pour aider la population à avoir les masques et respecter donc, les mesures barrières. Merci beaucoup, docteur Soukouna Dadjo. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin du travail et bon retour chez vous. Hein. Merci. Messieurs, c'est ainsi que nous sommes arrivés à la fin de cette émission du jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.